Mesdames et messieurs, chers collègues et chers amis, à la fin de la conférence de mercredi dernier, j'ai tenté de vous expliquer l'importance de deux documents. Une lettre du prince Eumène Ier et un décret de la cité, Pergame, inscrit sur la même stèle pour la compréhension du jeu compliqué réglant les relations politiques entre les dynastes Eumène Ier de 263 à 241 et sa capitale Pergame. Il s'agissait dans ce cas concret de louer le collège des stratèges de l'année précédente, nommé par le monarque pour une seule fois dans une situation unique et critique pour les institutions de la cité à l'extrême, et pas, comme on l'avait entendu toujours auparavant, de façon permanente et institutionnalisée, pour leur conduite exemplaire. C'est le dossier numéro 1 encore dans votre dossier. À sa fin, Eumène déclarait son intention de couronner lui-même ses stratèges à l'occasion de la fête des Panathénées, ligne 15 à 20. La cité, elle, en se conformant à la volonté du prince, décide alors de couronner les stratèges de son côté, elle aussi, lors de la même occasion. C'est ligne 29 à 33. Qu'est-ce que c'est ces Panathénées de Pergame, faites calquées visiblement sur son modèle athénien, dont elle a même pris le nom? C'est ce qu'on peut établir à partir de notre document, c'est ce qu'elle semble être la fête la plus importante célébrée à Pergame à l'époque d'Eumène Ier, ou au moins la fête la plus importante, la plus proche dans le temps, à compter de la date des décisions respectives. D'autres témoignages des époques postérieures sont moins explicites. Ainsi, dans un décret concernant l'Isopolitie avec TGA, datant du règne d'Eumène II, grosso modo un siècle après, il est possible qu'il soit prévu de couronner cette cité lors de cette fête, les Panathénées. Et nous verrons ensuite qu'il y a de bonnes raisons d'accepter cette restitution qui pourrait sembler, de prime abord, plutôt hasardeuse. Le numéro 2 de votre dossier, ligne 12 à 13. Dans un autre décret, très fragmenté et de date indéterminée, quelque chose doit se passer dans le cadre de la fête. C'est le numéro 3 du dossier, ligne 6 à 7. Et les stratèges auront la charge de proclamer les honneurs décernés aux personnages inconnus à la même occasion. C'est ligne 18 à 19. Un peu plus instructif s'avère un passage tiré d'un des décrets en l'honneur du grand Évergète des années 70 à 60 du 1er siècle avant Jésus-Christ, que fut Diodoros Pasparos, personnage bien connu de tous les épigraphistes du monde entier. Extrait sous le numéro 4 du dossier, ligne 33 à 35, qui prévoit d'inviter Diodoros à la proétrie à l'occasion des Panégyraes, c'est-à-dire des grands concours panthétériques des Niképhoria et des Soteria kai Heraclea, des Triétérides, les fêtes en l'honneur de Dionysos Katégémon, un des dieux préférés des Attalides, des Panathénées et enfin de tous les autres agones nommés en bloc. À cette époque, les Panathénées ne rangeaient donc qu'à la 4e place des concours de Pergame jusqu'avant tous les autres. Plus controversé était, et l'est toujours, un court passage littéraire concernant les fêtes pergaméniennes dédiées à Athéna, en l'occurrence Polybe 449-3, votre dossier numéro 5.
D'après les dires de l'historien de Mégalopolis, une des raisons de Prousias Ier d'entrer en guerre contre Byzance en 220 avant Jésus-Christ aurait donc été le fait, parmi d'autres bien sûr, qu'il était furieux parce qu'il lui semblait que les Byzantins auraient envoyé des suntuontes, des envoyés participant au sacrifice commun, chez Attale pour les agones d'Athéna, alors qu'il n'avait dépêché personne pour ses propres soterium. La question débattue avec véhémence est donc celle de l'identification de ces concours d'Athéna à Pergame. S'agissait-il de la première version des Nicéphoria qui, on le sait, furent réorganisées en concours penthétériques sous Eumène II en 182, ou bien les Panathénées qui nous occupent ici? Argument tranchant manquant, aucun consensus n'a été pu trouver. Une nouvelle inscription pourra peut-être fournir au moins une indication. Voilà. Une trouvaille fortuite faite à l'Acropole près de la porte d'entrée à la citadelle en 1974 et qui a dû de ce fait provenir du sanctuaire d'Athéna. On a quelque part. Voilà. Alors, vous avez là le grand hôtel, vous le connaissez. Vous avez ici le sanctuaire d'Athéna, dans son état sous Eumène II, bien sûr. Et la porte d'entrée, c'est par là. Alors, on trouvait quelque part, ici, ce fragment qui, manifestement, a dû être tombé du sanctuaire d'Athéna à une époque indéterminée. Alors, ce fragment nous fait connaître un petit fragment. Il s'agit donc d'un petit fragment de décret, complet seulement. Vous le retournez quand même. Voilà, encore. Complet seulement en haut et à la marge gauche, et mesurant dans cet état de conservation 26 cm d'hauteur, 40 cm de largeur et 30 d'épaisseur. Au-dessus, le texte, 11 cm sont laissés libres. Il s'agit donc d'un décret ratifié par le démos et dont la motion avait été introduite, nous connaissons maintenant ce système, par voie d'un avis des stratèges, son sujet étant un règlement concernant les Panathénées à Pergame. Ligne 2, toes Panathénaios. La date du document s'avère une fois de plus très difficile, voire impossible à déterminer. L'écriture montrant des traits parfois très proches des documents concernant les stratèges, d'autres ressemblant plutôt à des décrets du IIe siècle, à tel point que je me sens incapable de le dater plus précisément dans les règnes d'Eumène Ier, d'Attale Ier ou même d'Eumène II. Quoi qu'il en soit, et si mutilé qu'il soit, partant, impossible pour moi de le restaurer d'une façon cohérente. Le nouveau décret nous enseigne au moins que ces Panathénées n'étaient pas un événement exclusivement pergaménien, mais revendiquaient un rayonnement international. En témoignent des participants étrangers de toute évidence, ayant le privilège de sacrifier en préférence pour Tuaen à la ligne 2 et ceux qui ont choisi ou l'intention de participer au sacrifice commun ton proaerumenon sun Tuaen de la ligne 6, exactement comme l'avait fait Attale.
à Byzance. À Byzance, pardon. Comme il se doit, à l'occasion de chaque fête, une part essentielle est composée, ici aussi, d'une procession solennelle, d'une pompée. Et je serais inclin de restaurer quasi automatiquement à la ligne 3-4 ten pompen genestai kai ten thusian ten hypotudemu syntelumenen, jonction presque obligatoire, si seulement ce complément ne pourrait pas apparaître peut-être un peu court, vu la place nécessaire probablement pour compléter les autres lignes d'une façon significative. Peut-être faudrait-il un complément supplémentaire à cette jonction, impossible à deviner dans l'état de nos connaissances, au moins pour moi. Sous le numéro 161 du corpus des inscriptions de Pergame se trouvent en outre deux fragments d'une inscription qui me semblent, tant par leur style de présentation, autant que par l'écriture, très proche du décret nouveau concernant les Panathénées de Pergame, numéro 6 de votre dossier. Dans cette inscription, qui a dû être érigée dans le sanctuaire d'Athéna, l'inscription le dit elle-même d'une façon expresse, est financée par les hieronomoi de la déesse, ligne 8 à 15 du fragment B. Il est question là aussi de Syntelain, ligne 2 du fragment A, et de Sympompoiain, ligne 4. Et c'est pour ces raisons que je suis enclin de rattacher ces fragments connus de longue date au début du nouveau décret et de les identifier ainsi que faisant partie du même règlement concernant les Panathénées, eux aussi, sans être en mesure toutefois de vérifier cette hypothèse, le Pergamon Museum étant fermé pendant des années à venir pour cause d'une rénovation de fond en comble. Mais la nouvelle la plus importante que nous livre le petit fragment nouveau présenté ici, c'est pourtant la mention des Polais met Echusaites Isopolitaias de la ligne 5, des cités participant à l'isopolitie, c'est-à-dire donnant aux citoyens la possibilité et le droit d'obtenir la citoyenneté dans la cité contractante au cas où ils le souhaiteront. Il existait donc, au moins pour nos pergaméniens, une catégorie bien définie des cités faisant part de cette institution de droit international et, partant, cette isopolitie, une fois l'accord conclu entre les deux cités, ne se limitait point à cette possibilité individuelle de demander et d'obtenir la citoyenneté de l'autre cité pour les rares citoyens qui choisissaient cette chance de s'installer d'une manière permanente et à plein droit, comme on le pense d'habitude, mais au contraire, de lier aussi les cités ayant conclu un accord d'isopolitie elle-même d'une façon régulière, permanente et institutionnalisée. La cité de Pergame donnait donc à la classe des cités participant à l'isopolitie en bloc certains privilèges lors de la fête des Panathénées et s'attendait d'eux, en compensation, d'envoyer régulièrement des théores, des ambassadeurs sacrés, pour l'occasion de cette fête. Un peu à la manière des Priéniens, qui, eux, avaient l'habitude d'envoyer des théores à chaque célébration des grandes Panathénées à Athènes, cité avec laquelle ils étaient liés par un accord d'isopolitie aussi, le numéro 7 de votre dossier. Cet envoi de théores était motivé, bien sûr, sur la syngenaia
la parenté mythique existante entre les deux cités, mais l'octroi de l'Isopolitie aux Athéniens, suivant à cette clause, l'était lui aussi. Et ce sont les Pergaméniens qui, eux aussi, ont dû justifier leur décision, à l'époque de Mène II, de conclure un pacte d'Isopolitie avec Thégée de la même manière, comme le laissent encore entrevoir les dernières lignes du document faisant allusion au sanctuaire d'Athéna construit par la Thégéate Augée, mère, vous dites Augée, je ne sais pas, mère de Télèphe, un des fondateurs mythiques de Pergame dont l'histoire se trouve narrée, vous le savez tous, par la frise intérieure du grand autel, numéro 2, ligne 22 à 24. Voir aussi la mention de l'oikaiotes à la ligne 11. Se trouve confirmée en même temps par le nouveau décret la restauration des Panathénées comme lieu du couronnement des ambassadeurs Thégéates dans le même document aux lignes 12 à 14. Enfin, le fait que le nouveau décret nous a appris que les Panathénées de Pergame étaient bien une fête d'Athéna à laquelle on s'attendait à voir accourir des théors de toutes parts et participer à un sacrifice commun, une sultusia, pourrait prêter support à ceux qui soutiennent que la fête à laquelle les Byzantins avaient envoyé des ambassadeurs sacrés un peu avant 220 avant Jésus-Christ, c'était bien celle des Panathénées et non pas celle des Nicéphoria. Le nouveau document ne peut néanmoins toujours pas trancher la question de façon définitive. La position autrefois défendue avec vigueur par Maurice Hulot, d'après laquelle les Byzantins auraient envoyé leur théor à cette dernière fête nouvellement créée pour célébrer les grandes victoires d'Attal Ier avait remportées dans les années 20 du IIe siècle. Cette possibilité reste toujours attractive et on ne peut pas la réfuter avec le nouveau document. En effet, cet Attal, le voilà, un beau portrait. D'ailleurs, je ne sais pas, les archéologues entre vous ne le savent certainement pas. C'est curieux parce qu'il porte une perruque détachable. D'ailleurs, on le va un peu. Alors, toute cette partie, celles-là sont détachables. C'est vraiment curieux, mais quand même, c'est un beau portrait. Alors, bien connu, se trouve au Pergamon Museum à Berlin, mais comme je l'ai dit, vous n'aurez pas l'occasion de la voir parce que le musée étant fermé pour des années et des années. Bon, revenons à Attal II. Alors, il était fils adoptif de Mine Ier, qui régnait entre 241 et 297 avant Jésus-Christ. Et je l'appellerai Attal Ier dans ce qui suit. Attal était le premier des princes de Pergame à refuser de payer tribut aux Galates, ces tribus celtiques qui avaient envahi l'Asie mineure autour de 278 et ravageaient ensuite les territoires des cités et des royaumes. À la suite de ce refus, il réussit à les vaincre près des sources caïques, ne s'agissant pas dans ces sources caïques des sources vraies du fleuve, mais d'une source karstique et qui est, vous connaissez cette carte aussi,
déjà. Les sources de caïques, on peut peut-être les voir, c'est ce petit bout bleu là. Et vous voyez aussi que c'est positionné juste avant le détroit de près de Soma. Alors il a pris, Attal, semble-t-il, avait pris position jusqu'avant ce détroit pour repousser dans ce cas-là avec un grand succès les Gaulois. Alors vous avez vu, j'espère, la situation dans laquelle ça se passe. Bon, en conséquence de cette victoire, Attal assuma le titre de roi et le surnom de Soter. En plus, il célébra cette victoire par un monument érigé dans le sanctuaire d'Athéna, désormais appelé Niképhoros, celle qui tient autant que celle qui apporte la victoire, monument sur lequel étaient disposées les statues des Gaulois défaits, marquant ensemble avec les figures du frise du Grand Autel toute une époque de l'histoire de l'art. D'autres victoires suivaient dans les décennies à venir, par exemple contre le roi séleucide Antiochos Hiérax, frère apostate de Séleucos II, dans la Phrygie hellespontique, contre les Galates de la tribu de Tolistoag, encore près de l'Aphrodisione, cette fois tout proche de la capitale. Alors Attal n'a pas pu bloquer la vallée du Caïque, à ce qu'il semble. Cette Aphrodisione, nous ne pouvons pas le localiser, mais d'après ce qu'on voit, ça va se trouver tout près de Pergame, le centre extra-urbain de Pergame. Alors, on voit Attal a gagné, en fin de compte, cette bataille. Une autre victoire, encore tout proche de Pergame, contre cette même tribu de Tolistoag, on dit près du Caïque, on n'a pas plus de précision, puis contre les Selgiens en Pisidie, le dynaste Lysias et les autres stratèges d'Antiochos Hiérax, et enfin contre ce même roi en Carie. Toutes ces victoires nous étant connues seulement par des monuments de victoire et encore quelques autres trop fragmentaires pour en tirer des renseignements précis. Érigés aussi, eux aussi, tous dans le sanctuaire de la Niképhoros sur l'acropole de Pergame. Ainsi, dans les mêmes années 20 du IIIe siècle avant Jésus-Christ, en 2 ou 3 ans, le petit État pergaménien avait débordé de toutes parts des détroits au Taurus et de l'Égée à la Phrygie. J'ai cité Édouard Ville, précédé dans cette vue des choses par bien d'autres. Et pour continuer, Édouard Ville, quelques pages plus bas, je cite, bien que le royaume de Pergame dût bientôt connaître un reflux aussi brusque que son expansion, il va de soi qu'Attal procéda dès lors à son organisation. Fin de citation. D'une façon bien théorique, peut-être, mais dans les faits, à mon avis, ce tout petit royaume devait manquer cruellement et des moyens militaires à occuper et de personnel apte à administrer ce vaste territoire d'une manière tant soit peu adéquate. Vite gagné, vite perdu, dès qu'un personnage énergique entrait en scène du côté des Séleucides, en l'occurrence en la personne d'Achaïos, un proche parent de la maison régnante, Attal se trouvait coincé à nouveau dans sa vallée du Caïque.
Sans poursuivre en détail le va-et-vient militaire de ces années troublées ici, le souverain attalide était à la fin forcé à une alliance temporaire, bien entendu, avec le roi séleucide Antiochos III, qui régnait de 223 à 187. Ce n'est qu'à cette époque courte seulement, qu'a pu être érigée à l'acropole de Pergame la statue de Zeuxis, le fidèle épitron pragmaton, sorte de vice-roi, des territoires séleucides de l'Asie mineure de ce roi pendant des décennies, pour être précis, du début jusqu'à la fin. C'est Inschriften von Pergamon 289. Mais le développement le plus important pour l'avenir du royaume de Pergame, c'était les relations qu'Attal avait nouées dès cette époque de l'autre côté de l'Égée, avec la Ligue étolienne d'abord, puis à la suite avec les Romains, qu'il supportait en personne pendant la première guerre macédonienne contre Philippe V en 210 à 205. Quand ce roi macédonien se mettait à élargir les territoires en Asie mineure, hérités de son prédécesseur Antigone d'Ozon, c'étaient les Rhodiens et Attal qui cherchaient à l'en empêcher. En 201, lors d'une bataille navale près de Chios, relatée en détail par Polybe, les frères Dinocrates et Dionysodoros, originaires de Sicyone, au nord du Péloponnèse, commandaient en tant qu'amiraux aux côtés d'Attal. La chance nous a conservé une épigramme votive érigée dans le contexte du sanctuaire d'Asclépios hors les murs par ce même Dionysodoros à Dionysos, un des dieux préférés de la dynastie attalide, ici appelé seulement fils de Dionée, une émanation très spéciale de Sémélé, la mère de Dionysos, et aussi la dédicace à Attal, son souverain, dont il a dû être un des Philoi. C'est numéro 8 de votre dossier. Cette épigramme, à laquelle a déjà fait allusion Denis Knöpfler au cours de son introduction la semaine dernière, composée dans le maître recherché et à la mode des Phaléciens, et, on m'a dit, les meilleures compositions, égalant les meilleures compositions de la poésie alexandrine contemporaine. Cet épigramme, donc, se montre dans ces quelques vers pleins d'enseignements inattendus sur le monde intellectuel et scientifique à Pergame sous Attal Ier, que le temps manque pour les détailler tous ici. Prenons donc qu'un ensemble. La statue consacrée au fils de Dionée et à Attal par Dionysodoros est caractérisée comme un philoinos skirtos, un satyre adolescent ivre en dansant. Et elle est l'œuvre du célèbre sculpteur Toenias, originaire, comme le dédicant lui-même, de Sicyone, montrant ainsi l'attrait que la cour pergaménienne exerçait aux artistes fameux, autant que les liens personnels qui pourraient en être la condition préalable. Ce sujet de la statue, d'autre part, nous est présenté comme étant bratinéen, évoquant ainsi la figure de Bratinas, poète dramatique du VIe au début du Ve siècle, qui passait, on le voit par ce fait, pour les milieux de chercheurs d'histoire littéraire présents à la cour pergaménienne aussi, et pas seulement à
Alexandrie. Il passait donc pour l'inventeur du genre satirique. Alors on voit bien les relations entre la statue de Toronias, c'est la description du sujet comme pratinéen, c'est vraiment une allusion très très fine. Bon. En plus, présenter ces allusions savantes dans une épigramme inscrite sur le socle d'une statue dans un sanctuaire, donc en public, signifie aussi que et le poète et le commanditaire s'attendaient à ce qu'au moins quelques personnes parmi les visiteurs auraient la capacité d'en saisir la signification et le goût d'en apprécier la finesse. L'étude de l'histoire de la littérature, dans ce cas précis, de l'histoire du genre dramatique, formait donc une des préoccupations essentielles de la recherche antiquisante à Pergame, exactement de la même manière qu'à l'Alexandrie contemporaine. Attale, de son côté, se trouvant déjà en état de guerre avec Philippe V, faisait de son mieux pour déclencher la deuxième guerre macédoine, guerre à laquelle il participait à côté des Romains de nouveau, jusqu'au jour quand son 97, donc pas trop loin de la fin de la guerre, où il était atteint d'une attaque d'apoplexie jusqu'au moment où il cherchait à convaincre les Béotiens à Thèbes de changer de camp et de s'unir à la coalition contre Philippe, pour mourir quelques mois après à Pergame, laissant, d'après le résumé que nous donne de sa vie Polybe, en fin de compte, à son fils et successeur eux-mêmes, qu'un royaume aussi petit qu'il avait trouvé lui-même au moment de son accession. Eumène II, ce successeur, s'empressait de continuer la politique esquissée par son père d'une alliance étroite avec les Romains, les poussant même à entrer en guerre contre le Séleucide Antiochos III, son puissant et embarrassant voisin tout proche. Dans cette guerre, il dut soutenir d'abord un siège de sa capitale, Pergame, de la part de Séleucos, fils aîné du monarque séleucide, aidé pour la repousser par un contingent achéen envoyé en secours, dûment vanté par Polybe. C'est ce même contingent qui, après la bataille décisive que nous avons l'habitude d'appeler la bataille de Magnésie de Sipyle en 190, et que les combats participants du côté des Attalides nommaient la bataille près du fleuve Phrygios en Lydie. Alors ce contingent honorait Attale, le frère du roi Attalide et futur Attale II, pour sa bienveillance et son bravoure d'une statue à l'acropole de Pergame, sans aucune mention des Romains d'ailleurs. C'était un fait très curieux, mais en même temps très difficile à expliquer. Il ne faut pas surinterpréter ce fait. Alors c'est très difficile. Est-ce qu'il avait fait ça exprès, seulement concentré sur leur alliance étroite avec les Attalides, ou bien c'était seulement ce point de vue qui excluait d'une sorte la mention des Romains, ou c'était exprès. Alors, malheureusement, je crois qu'il n'y a aucun moyen de décider cette question, mais il faut seulement remarquer le fait qui est en quelque sorte frappant quand même. Il aurait bien dû mentionner le roi aussi,
dire ajouter aux côtés des Romains ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas une vraie raison pour qu'il ne soit pas nommé. Ouais. Et, alors, pour vous le rappeler seulement que vraiment ils ne sont pas là, les Romains. Qu'on dit normalement que c'était quand même leur victoire. Bon, retournons. Pergame. Alors, vous avez cette vue, cette inscription de votre dossier, j'espère. En conséquence de cette victoire, eux-mêmes autant que les Rhodiens, qui avaient combattu du côté des Romains eux aussi, atterrent à Rome pour convaincre la nouvelle puissance mondiale d'agir dans leur intérêt propre. En effet, à la conférence de paix tenue en l'an 288 à Apamée en Phrygie, les Romains attirèrent les possessions séleucides, c'est gentes qui maintenant subdicione populi romani sunt, d'après la version de Tite-Live du traité, au sud du Méandre, c'est-à-dire principalement la Carie et la Lycie, aux Rhodiens. Oh, vous voyez ici une belle carte où vous pouvez bien voir cette expansion. Alors, vous vous rappelez, est-ce que vous savez bien maintenant, alors ça c'est le petit centre du royaume aussi, comme vous remarquez, polible même à la fin du règne d'Attal Ier, c'est à peu près ça. Et l'expansion après la paix d'Apamée, ici en jaune. Alors les Rhodiens qui avaient reçu, vous voyez aussi là, la Carie et la Lycie, et eux-mêmes, d'eux, reçu le reste des territoires séleucides en Asie mineure, comme il disait, le séleucide historique. Depuis quelques années seulement, nous sommes en mesure de lire la définition que donnaient eux-mêmes en personne de ce don. C'est dans une lettre trouvée à Toriaion, dans la Phrygie, je crois que sous le nom de Turiaion, c'est la forme dont apparaît la localité pour la première fois dans l'anabase de Xénophon et dans quelques documents de l'époque impériale aussi, mais étant nommé Toriaion dans le document qui nous occupe, toujours, je ne vois vraiment pas de raison pour persister partout, on peut lire partout encore, même si on traite de cette inscription Turiaion, je ne vois pas la raison, vraiment, je proposerais d'enfin lui donner son nom, ou redonner son nom hellénistique, c'est-à-dire Toriaion. Bon, alors vous voyez où ça se trouve, c'est bien, quand même bien loin. Alors, c'est dans une lettre trouvée là à Toriaion, où le roi, quelques années seulement, ou d'après l'avis des éditeurs, même quelques mois seulement après la conclusion du traité d'Apamée. Alors moi, personnellement, j'ai pour certaines raisons l'impression qu'il y a quand même quelques années de passé depuis le traité et ce document, mais laissons ça à partir pour notre sujet, ça ne joue aucun rôle.
Alors, et le roi, ici, à l'occasion de la promotion de cette ancienne colonie militaire séleucide au statut d'une police grecque, déclarait que ce privilège accordé par lui, alors le don des droits de cité à ces braves gens de Toriaion, que ce privilège accordé par lui sera sûr, étant lui en possession de maître absolu et l'ayant reçu, parce qu'il a reçu de la part des Romains qui, eux, l'avaient pris en possession par la guerre et par un traité. C'est ligne 12 à 22 du document numéro 10. Alors, vous voyez, c'est une histoire compliquée parce que je ne peux pas vous détailler ici parce qu'il semble qu'il y avait d'autres rois qui, en même temps, avaient proposé aux Toriaetae de leur donner aussi ce privilège et qu'eux-mêmes maintenant, ils continuent que les dons par ces autres laissant dans l'ombre seraient ridicules parce que c'est seulement lui qui a les droits de faire ça. Alors c'est très compliqué, mais dans ce contexte, il déclare que sa position, qu'il est en position de kurios, ektemeno kurios, alors il a reçu en tant que maître, je ne sais pas bien traduire, mais c'est quelque chose dans ce sens. N'ayant pas le temps pour traiter de tous les aspects de ce document remarquable, tout fascinant à bien des égards, passons tout de suite à la deuxième lettre d'Eumène à Toriaion, écrite en même temps que la première, dans le seul but de mettre en exécution la promotion au statut de cité en adressant à elle en tant que telle, en tant que ville. C'est Basileus oimenes Toriaiton tebule kaito demon shairein au lieu du Basileus oimenes Toriaiton tois katoikusin shairein de la première. Son contenu que le rat aurait pu aussi bien incorporer dans la première lettre consiste dans les modalités du financement de l'onction d'huile à l'AEMA au nouveau gymnase, dépenses coûteuses notoires. À ce fin, eux-mêmes prévoient de donner pour le moment, katatoparon, les revenus qu'ils tiraient de l'agoranomion de la cité, une taxe, semble-t-il, perçue par les agoranomes au profit du roi. Et cela jusqu'au moment auquel Hérodes, Hémiolios, après enquête, il désignera d'autres revenus royaux, soit venant des différentes catégories de biens immobiliers, soit d'autres choses, lignes 42 à 47, pour en recevoir la décatée. Pour en savoir plus sur ce mystérieux Hémiolios, monsieur 1,5, et en même temps sur l'administration du royaume Attalide en général, il ne faut prendre en considération un autre document publié par Michael Wörle et moi-même en 2002. Il agit d'une stèle opistographe fragmentaire trouvée d'après les dires d'un paysan dans la vallée du Caïque moyen, pas trop loin de Soma. C'est une histoire compliquée, cette trouvaille. C'était un paysan qui rencontrait un membre de l'expédition allemande à Pergame et disait « Ah ben oui, regardez là, j'ai quelque chose. Alors, combien vous aurez l'intention de payer ?» Alors, après ces dires de ce paysan, alors vous voyez que c'est
prendre certaines prises de caution quelque part par là. Ouais. Bon. Cette stèle porte sur ses deux côtés les statuts d'une association synodos de caractère religieuse, divisée en paragraphes et à la fin un décret de la dite association presque invisible. Vous voyez le texte sur le numéro dans votre dossier. Sous la rubrique Stéphanon concernant les couronnes, est prévu que les couronnes doivent être proclamées après le banquet, au énième jour, par les archipiménioi, les présidents de l'association, pour le roi Attal et la reine Apollonis, Dieu, c'est-à-dire décédé. Le roi, pas nommé maintenant parce que ce sont les rois qui sont suivants, le roi, la reine et les frères du roi suivent l'archiéroïs, le prêtre de l'association, le hémiolios, l'épithès poléos, le dioékétès, l'archiéclogistes, l'oikonomos, l'éclogistes. Malheureusement, l'oikonomos, l'éclogistes étant tombé du texte de votre dossier, je vous prie de m'en excuser. L'agonothète et enfin le secrétaire, ces deux derniers de l'association, bien entendu. Regardons cette liste de plus près. Après l'énumération de toute cette sainte famille attalide, si chère à Polybe, c'est l'archiéroïs, le grand prêtre, qui marque le sommet de l'hierarchie de l'administration royale, qui se trouve énuméré, on le voit bien, par ordre décroissant. Cette fonction de grand prêtre a été reprise par les Attalides des Séleucides, et cela dès le moment de la bataille de Magnésie. En effet, dans un petit dossier de documents provenant des environs de Sardes, un certain Cadoas, prêtre, à ce qu'il lui dit lui-même, d'un Apollon Ploirenos, et cela depuis longtemps, avait adressé auparavant, Protéron, une pétition au grand prêtre Nicanor sous le roi Antiochos, il dit tout, demandant la permission d'ériger une stèle dans son sanctuaire contenant le nom de l'archiéroïs ainsi que son propre nom, ensemble avec la liste des noms des mystes du Dieu, et qu'il demandait maintenant Caïnune au grand prêtre Tudémos d'instruire l'oikonomos Asclépiades de lui assigner un endroit pour y placer la stèle contenant son nom, celui d'Eutydémos, le sien et celui des mystes. Eutydémos était déjà connu, et cela dans son office d'archiéroïs, ou du moins il aurait dû être connu, c'est-à-dire. En effet, Christian Habicht, l'autre de mes maîtres, avait publié dans son corpus des inscriptions de l'Asclépiaion de Pergame, sous le nom numéro 120, la dédicace suivante à Leto, la grand-mère du dieu du sanctuaire numéro 12 de votre dossier, Leto oitudemos archiérois kata syntagen. Mais, c'est quand même curieux, par un réflexe quasi automatique, Habicht
n'avait pensé qu'aux archiéreis pergaméniens connus au 1er siècle avant Jésus-Christ et naturellement de l'époque impériale, et avait daté l'inscription ainsi que Thidémos en conséquence, et sans regarder l'inscription elle-même de trop près, celle-ci montrant pourtant une belle écriture de la haute époque hellénistique. Nicanor, le prédécesseur séleucide de Thudémos, est bien connu des épigraphistes depuis quelques années, lui aussi. La lettre par laquelle Antiochos avait créé l'office et nommé Nicanor son premier titulaire en 209 est préservée même en 2 exemplaires, venant l'un de la Mysie et l'autre de la Phrygie. Remarquons aussi dès maintenant l'obligation de nommer l'archiéreus non seulement dans l'empire séleucide, mais aussi dans celui des Attalides, à la tête de tous les documents officiels. Obligation dont nous trouvons la trace, pas seulement dans la stèle du prêtre Cadoas, mais aussi dans des documents provenant des cités de la Carie ou de Xanthos, ou en Lycie par exemple. Aussi à la tête de ces documents qui commencent par Epi Archiéreos Nikanoros, puis suivant les locaux. Remarquons, mais les archiérés séleucides étaient connus déjà bien auparavant, même si ce n'était d'une façon indirecte. Étaient connus en effet, et en plusieurs exemplaires elle aussi, du sud d'Asie mineure jusqu'à l'Iran, les lettres par lesquelles Antiochos III, encore lui, introduisait des grandes prêtresses pour le culte en l'honneur de son épouse Laodique, modelait celui des archiérés de lui-même et de ses ancêtres, document expliqué magistralement une fois de plus par Louis Robert. Suit, dans les statuts de l'association et de la vallée du Caïque, l'archiéreus, c'est le prêtre de la synodos, le Hémiolios que nous avons déjà rencontré à Toriaion. Cette fonction, au titre irritant, 1 et demi, attestée maintenant 2 fois dans le cadre du royaume attalide, et cela une fois dans le domaine du basilicone, des revenus et des finances, nous permet de la retrouver là où l'on aurait attendu peut-être le moins, à savoir dans l'empire d'Alexandre le Grand. En effet, se trouve dans la deuxième part du 2e livre des Economica, vous voyez c'est un peu compliqué, alors deuxième livre, deuxième part du 2e livre, de ces Economica dit à tort des œuvres d'Aristote, une collection de stratagèmes financiers, plusieurs notices concernant un certain Antiménès qui, de sa propre responsabilité, imposait et encaissait des taxes et en plus était maître des entrepôts le long des routes royales autant que des garnisons les gardant, et qu'on nommait Hémiolios. Cette détermination a fait couler, que vous l'imaginez, beaucoup d'encre parmi les historiens de l'Empire d'Alexandre. Ne sachant pas qu'il s'agissait en fait d'un titre, les explications les plus curieuses ont été proposées. Que, par exemple, un exemple parmi bien d'autres, Antiménès était nommé ainsi parce qu'il était exceptionnellement grand, ou, par contre, qu'il avait accédé à ce poste haut placé d'un poste de sous-officier, recevant la moitié de solde ordinaire en plus, etc. Alors, comme je vous dis, alors il recevait un peu plus de la solde ordinaire, alors c'était quelque chose de sorte de sous-officier, accéder à une des charges plus hautes qu'on pouvait imaginer. Toutes ces
fantaisies désespérées sont maintenant rendues caduques grâce aux nouvelles inscriptions attalides et nous avons gagné en échange le titre de ministre des Finances d'Alexandre. Et pas seulement d'Alexandre, que les Attalides auraient pris le titre directement et sans chaînon intermédiaire de l'empire d'Alexandre peut sembler hautement improbable. Les Ptolémées étant exclus, vu le fait que leur ministre de Finances portait, tout le monde le sait, le titre de Dioécétes, c'est une fois de plus vers les Séleucides qu'on doit porter le regard. Et, en effet encore, dans le récit de Polybe sur le début du règne d'Antiochos III, apparaît plusieurs fois un certain Théodotos, que l'historien de Mégalopolis nomme régulièrement, et pour le distinguer d'un homonyme, appelez-lui Théodotos l'Étolien, celui-là l'autre, Théodotos ho Hémiolios. Lui aussi a dû connaître les mêmes vicissitudes quant à Antiménès d'être pris pour un géant ou pour un ex-sous-officier. Au contraire, c'est lui, à mon avis, qui forme le chaînon intermédiaire entre l'époque d'Alexandre et celle du royaume des Attalides. La fonction de Hémiolios a dû être reprise des Séleucides de la même manière que celle de l'Archéros. La question de la provenance et du sens du titre de Hémiolios reste toutefois entièrement ouverte. Alors, j'ai regardé aussi du côté de l'Empire perse, parce qu'on pourrait bien penser que l'officiellement était reprise des Perses comme tant d'autres choses par Alexandre, mais des spécialistes que j'ai consultés m'ont dit que non, ils ne trouvaient rien dans l'Empire perse que pouvait ressembler de loin un ennemi et un ennemi. Bon, alors, et dans Macédoine, je n'ai rien trouvé non plus. Alors, on ne sait vraiment pas. Bon. Plus parlante, au contraire, est la dénomination de l'épithèse polyos suivant dans notre liste, le préposé à la cité ou gouverneur. Cette fonction était pourtant connue déjà à partir de la publication de la loi des Astinomes de Pergame en 1904, document où il a la charge de punir les astinomes défaillants ensemble avec les stratèges seulement dans un cas précis, sans que nous saurions les raisons exactes à cause de l'état fragmentaire du texte à cet endroit. Mais c'est encore une fois seulement depuis les dernières décennies que nous en savons plus sur les épithèses polyos. Dans une ostothèque à Drâle étant assemblés des ossements de plusieurs dignitaires attalides et de leurs épouses, parmi lesquels un certain Dionysios Stratégos tout Hypaetrou, commandant des troupes cantonnées à la Belle Étoile, et Épithèse Poléos de Drâle, de toute vraisemblance, ainsi qu'un Athénomoiros, Moiros Épithèse Poléos lui aussi. L'inhumation en commun de ces familles connectées semble démontrer leur enracinement dans la ville où ils assumaient l'office d'Épithèse Poléos. Sotas aussi, Épithèse Poléos de la petite ville d'Olbassa, d'Olbassa, lointain, Olbassa c'est ici. Ces Sotas avaient des relations personnelles avec sa cité, lui aussi. Lui qui s'était montré généreux en apportant de l'aide aux citoyens d'Olbassa en fuite pendant une guerre en tant que voisin, Kaitnion te Polai, grand propriétaire ou tout petit dynaste indépendant, donc,
Avant de choisir le camp des Attalides et compenser Attalides, il s'est dit toiste tu basileos pragmasi oinus genomenos. Après cette histoire de l'aide aux gens des Olvassa, alors il a dû choisir le camp des Attalides plus ou moins près des événements relatés ici dans l'inscription. C'est un trait, je trouve, très intéressant et pas assez remarqué. Et ça, cet acte de choisir le camp des Attalides se trouvait probablement compensé sa perte de l'indépendance par la charge de gouverneur de la cité voisine. Des compétences militaires éventuelles des épithètes Poléos, nous n'en savons rien, que Cléon, gouverneur d'Égine pendant de longues années, Égine est en possession attalide depuis la première guerre macédonienne, n'en avait visiblement pas, mais ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, que Égine pourrait bien être une exception à la règle, étant une grande base militaire et navale de toute façon, là où il y avait naturellement des commandants de ces établissements militaires indépendants. Suit dans notre liste le Dioïkétès, le directeur de finances régionales que nous connaissons encore une fois, surtout dans le royaume des Séleucides et en l'Asie mineure et en Palestine. L'archéclogistès, au contraire, le contrôleur financier en chef, est une nouveauté absolue, mais qui confirme d'une façon spectaculaire une supposition de Robert énoncée dans l'Acharie 2, d'après qui, je cite, « Il y avait à Alexandrie un éclogistès, haut dignitaire assistant le dieu Seth, et sous ses ordres, il y avait des éclogistai dans les nomes. Il devait y en avoir de même à 2 échelons de l'administration séleucide pour aider les diocètes. On voit maintenant que le titre et la fonction ont été empruntés aux Séleucides par l'administration royale de Commagène et par les Attalides, peut-on ajouter maintenant, avec la seule différence que les rois de Pergame ont tenu à différencier nettement la hiérarchie entre les 2 échelons de contrôleurs financiers, à la différence, comme on l'a vu, Robert avait dit, des Ptolémées, où étaient nommés les 2 échelons différents, éclogistés, tous les 2. L'oikonomos intercalé entre ces 2 contrôleurs financiers, nous l'avons vu à l'action dans les documents concernant la pétition du prêtre Cadoas. C'était lui qui recevait l'ordre de l'archiéreus d'assigner une place pour la stèle voulue, tâche bien humble, ce qui est conforme à ce que nous voyons dans les documents séleucides concernant cette fonction, encore une fois. Lui et l'éclogistès, situés à l'échelon le plus bas de l'hiérarchie, étaient aussi les plus proches des sujets dans leur vie quotidienne. Mais si la longue liste élaborée par notre association puisse paraître, elle est encore loin d'être exhaustive. Manque par exemple l'épithèse fragidos, le garde des sceaux, ou le riscophulax, le garde du trésor, et surtout le haut personnage qu'est le épitone pragmatone, le préposé aux affaires, qui nous est connu à l'époque de 22 en la personne de Ménogenes Ménophantou, et dont Ivana Savali a brillamment conjecturé le titre aulique, pas connu auparavant dans la monarchie attalide, de Somatophylax, ce que j'ai pu vérifier
enfin sur la pierre à Pergame. Un problème d'une portée historique plus important est posé par l'absence du stratège territorial du gouverneur de province. Doit-on en conclure que ce sont seulement les territoires ex-séleucides acquis après la guerre antiochique qui étaient soumis à un tel régime territorial, mais pas les possessions anciennes du royaume dans la vallée du Caïque? On ne peut pas le prouver, mais pour ma part, je serais bien enclin à choisir cette solution que l'ancien royaume, ici encore, n'était pas administré de la même façon, sous la tutelle d'un stratège, comme l'étaient les autres territoires acquis aux Séleucides, où, il faut bien noter, les territoires qui étaient divisés en stratégies territoriales aussi sous les Séleucides. On sent bien que les satellites auraient seulement perpétué là aussi le système séleucide, mais pas transposé dans leur règne d'origine, pour ainsi dire. Ainsi, la liste élaborée par les responsables de l'association nous montre l'administration attalide, pour ainsi dire, vue d'en bas, mentionnant que les fonctionnaires auxquels l'association avait effectivement affaire dans sa vie concrète, l'administration vue dans son aspect local. Quant à l'effectivité de cette administration dense et multiforme, s'immisçant dans les moindres détails, rappelons encore l'affaire de l'érection de la stèle de Cadoise dans son petit sanctuaire qui a dû être sanctionné par le plus haut administrateur religieux de l'Empire, c'est-à-dire l'archiéroïs, etc. C'est quand même frappant. Il s'agit d'une affaire vraiment de moindre intérêt, pour ainsi le dire, de donner le droit à un prêtre dans un sanctuaire lointain d'ériger une statue. Ça a dû être jusqu'à plus haut de l'hierarchie, et en retour plus bas, nous voyons dans l'inscription où il y a tous les autres gens de l'administration attalide qui ont dû faire partir de l'exécution de cette affaire. Alors, cette administration, vous voyez par là, c'est dans les moindres détails, et sa capacité d'enforcer la volonté royale partout, pas seulement dans les cités de l'Empire, mais aussi dans les coins les plus reculés, nous ne savions rien, ou presque. Bon, je vais m'arrêter ici et continuer la semaine prochaine cette question, un tout petit peu encore, cette question du degré de l'effectivité de cette administration séleucide, puis continuer l'histoire du royaume à la fin, et puis nous passerons à l'époque de Pergame sous la tutelle des Romains. Je vous remercie.